Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je moi, voulais quand être, j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Ah bah petit, moi je voulais J'ai être... toujours eu envie. Petit, je voulais être... Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Ces 2 premiers mots, Allons Enfants, ça t'inspire quoi ? J'aime beaucoup l'idée. Alors après, j'évite le syndrome d'imposture. Je vois pas en quoi mon enfance serait plus intéressante que l'enfance d'un autre. Donc ça m'intéresse de traverser cette aventure exploratoire du passé et de l'influence que ça peut avoir sur le présent et le futur, tout en me disant que c'est presque une séance de psychanalyse. Voilà. Olivier est un prénom que tes parents aimaient bien, sans faire pour autant référence à un aïeul ou à une personnalité inspirante. Pourtant, il y a un autre Olivier, né aussi à Saint-Martin-d'Air, dont on entend parler de plus en plus souvent. Tu vois de qui je veux parler ? Un Olivier né à Saint-Martin-d'Air ? Alors non, tu m'as perdu. Mince, j'ai raté le QCM. Il s'agit d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Incroyable. Voilà un autre Olivier. Je savais pas où il était né. Alors, tu es l'aîné d'une fratrie de 4. Arriveront après toi une sœur, Anne, née en 1973, puis Sébastien en 1976, et enfin Paul en 1981, le petit dernier avec qui tu as 10 ans d'écart. Quel type d'enfant étais-tu et comment as-tu vécu ce rôle d'aîné ? On écoute encore une fois ta maman. Alors, comme c'était l'aîné, je pense qu'il y avait un certain poids sur ses épaules il fallait qu'il réussisse, même vis-à-vis de son grand-père. C'était l'aîné des Mathieu. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand il était enfant, ses amis, c'était des amis fils uniques. Je me suis souvent posé la question, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde dans la famille. Alors, on devait lui mettre pas mal de poids sur les épaules, étant donné que c'était l'aîné. Je pense qu'on l'a quelquefois, on lui a demandé des trucs peut-être un petit peu lourds, je dirais, pour son âge, quoi. C'est intéressant cette réflexion sur les fils uniques parce qu'effectivement, je viens de réaliser en écoutant ma mère que c'est vrai. Et encore maintenant, j'ai pas mal d'amis qui sont des fils uniques. Bon. Inconscient. Dont acte. je prends note. Je vais y réfléchir. Et après, le fait d'être un aîné, moi, je crains, hélas, de pas avoir été un bon aîné. J'ai toujours un peu je parle du syndrome d'imposture. Je me dis toujours que j'aurais dû mieux faire ou plus faire. Qu'est-ce que doit être un aîné? Donc, je me pose la question de la posture que j'aurais dû avoir, plus aider ou plus être présent. Et je sais pas si c'était un poids, une responsabilité, mais c'est certain, c'est un peu comme quand je dirige une entreprise ou quand je dois faire un investissement. Je me pose quand même beaucoup la question de est-ce que j'ai les compétences et donc je dois travailler le truc pour reprendre systématiquement confiance en moi. Donc c'est pas l'humilité, c'est pas la fausse humilité, c'est un truc de je me mets en fragilité et après je retravaille, je reprends. Et parfois j'ai très confiance en moi, voire trop confiance en moi, mais j'ai souvent une phase d'alternance dans un rôle que je prends ou dans un dossier que j'étudie ou même dans une relation. Je peux me surinvestir à un moment donné pour vraiment être à la hauteur. J'ai toujours être assuré. Être à la hauteur. Qui dit enfance dit école. Excepté quelques années passées à Manosque, tu as fait l'intégralité de ta scolarité à Grenoble, notamment au collège Barnave à Saint-Égrève, puis au lycée Champollion de Grenoble. Tout simplement, quel type d'élève étais-tu ? Écoute, tu es tellement bien documenté que j'ai sanglots, moi, d'émotion en prenant la parole et en essayant de répondre à tes très bonnes questions. Écoute, moi, l'élève, j'étais quand même plutôt un bon élève, pour être clair. J'étais pas le cancre assis au fond de la classe. Mais je voulais pas avoir le statut de bon élève non plus, parce que je trouvais que c'était quand même bien d'être avec les cools. Et donc, je faisais pas mal de sport à côté, j'ai fait du rugby, des trucs à côté, etc. Et aussi, beaucoup me préoccuper du lien social des amis et m'amuser à côté, que ce soit sportivement ou sortir, etc. Et donc, j'ai cette préoccupation de bien maintenir l'équilibre. Et quand je sens que le balancier va trop dans un sens, que je travaille plus assez ou si je travaille trop, du coup, j'essaie de rééquilibrer ça en permanence. On aime bien faire un petit cadeau dans Allons Enfants à notre invité. Donc, et je l'ouvre là, devant le micro. Et si tu veux bien nous le décrire. Oh là là, il y a un beau papier cadeau avec de la peinture d'or. Oh, excellent. Ça, c'est des souvenirs. Ah, c'est vrai que j'ai pas osé en parler, mais du coup, je suis obligé maintenant, puisque c'est un cadeau. Donc, c'est Avancées Donjons et Dragons. C'est vrai que j'ai dans l'équilibre que je décrivais, donc Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle, c'est un peu le jeu de rôle mythique qui a donné lieu ensuite à toute une série de déclinaisons dans plein de jeux de rôle. Et je sais pas s'il y a encore des jeunes qui jouent aux jeux de rôle parce que tout est un peu dématérialisé, mais c'était le fait de se mettre autour d'une table et de se projeter dans des univers. Et c'était assez marrant parce que pour tout dire, on se retrouvait avec des copains dans
C'était plus les années, oui, troisième, seconde, première. Et on occupait des salles de classe et on faisait ces parties où c'est pas mal à base de dés, d'imagination, de fiches, de crayons papier, etc. C'est assez marrant. Mais il y en a qui sont dans des univers de science-fiction, d'autres dans des univers réalistes, et certains dans des univers heroic fantasy. Et quand on voit le succès de séries comme Game of Thrones, le Trône de Fer, c'est un peu inspiré aussi de ces trucs qui mélangent ce qu'on appelle l'heroic fantasy, le médiéval, etc. Et donc, c'est des univers assez sympas. Et je trouvais assez cool, moi, d'être un peu dans cet univers-là. Il y en a qui étaient beaucoup plus que moi, mais j'y allais régulièrement. Faire du sport à côté, être à l'école, et puis de temps en temps faire des gros stuff comme je fais encore aujourd'hui, dans le côté très, très ado que je demeure même à 50 ans. T'es à ce moment-là en pleine... Merci beaucoup pour le cadeau, pardon. Non, ça nous fait plaisir, évidemment. Le deuxième thème qu'on aime bien dans Allons enfants, à savoir la transmission. Des pigeons en 2012, au fond 2050 aujourd'hui, tout en passant par France Digital et The Camp. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ces projets et surtout nous expliquer en quoi la transmission, effectivement, fait partie des choses qui comptent pour toi? Je dois dire que ta question est très subtile, parce que le terme de transmission est un point très important chez moi, effectivement. Évidemment, on va le retrouver au sens de la famille, mais après, la transmission, c'est plusieurs choses. Je pense que en participant à l'aventure France Digital, après Price Minister, on avait revendu Price Minister, mais j'étais encore après au sein du groupe Rakuten, et là, on a créé France Digital. J'étais pas dans les fondateurs, mais je les ai rejoints assez vite, et j'ai été le coprésident aux côtés de Marie Eklund, qui aujourd'hui est mon associé dans le fonds d'investissement 2050. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il y avait plusieurs investisseurs, parce qu'on est des fonds de capital risque qui étaient dans le tour de table. Et France Digital, c'est une association, loi 1901, c'est non lucratif, et il y avait l'idée de redonner à l'écosystème numérique un peu de chacun de son expérience gratuitement, mais en pensant qu'en gros, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est-à-dire qu'en mutualisant nos forces, on arrive à faire basculer des façons de penser, mais également ce qu'on appelle parfois le lobbying. Donc c'est de l'influence au sens intelligent du terme, puisqu'il s'agit de faire évoluer le cadre législatif, le cadre politique, pour favoriser la création d'entreprises, la croissance d'entreprises, le recrutement de salariés, le financement, la fiscalité qui l'accompagne, etc. Donc ça peut être assez technique, mais la technique et le droit sont les reflets de notre façon de penser, de notre culture commune. Donc c'est un héritage. Avant nous, il y a eu la Révolution industrielle, il y a eu les Trente Glorieuses, il y a eu d'autres façons de penser. Et ces façons de penser ont amené un arsenal de lois, un arsenal aussi éducatif, des programmes scolaires. Enfin, tout ça, c'est un tout assez cohérent. C'est ce qu'on appelle systémique. Et donc, si on veut le faire évoluer parce que le monde a changé, il faut faire évoluer chacun des points qui composent cette nébuleuse qui est très complexe. Et c'était aussi le rôle de France Digital, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire un écosystème et donc retransmettre à la génération qui suit les difficultés auxquelles on avait pu être confrontés, et en proposant des solutions. Et ce que j'ai retrouvé aussi en étant business angel, parce que les Américains parlent beaucoup de give back. On a gagné de l'argent, on a revendu Rakuten, et il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont, après des introductions en bourse, des reventes à des industriels, qui ont gagné de l'argent. Beaucoup, quand même, deviennent business angel. D'abord, parce qu'évidemment, ils sont un peu aiguisés. Donc, ils disent, en plaçant de l'argent, je vais quand même choisir des bons dossiers. Donc, je vais pouvoir gagner encore plus d'argent. Mais c'est pas juste de l'argent pour gagner de l'argent. C'est aussi de l'argent dans des dossiers. C'est pas côté en bourse. C'est des personnes qu'on rencontre, des dossiers qui commencent petits pour devenir grands, avec beaucoup de rêves et d'espoir. Il y en a beaucoup qui se plantent. Le taux de réussite est faible et le taux de mortalité est élevé. Mais quand ça marche, financièrement, ça peut faire x10, x16, x15, etc. Et quand ça marche pas, ça fait 0. Donc, il faut en faire plusieurs aussi, parce qu'il y a une question d'équilibre. Et donc, avoir du temps pour la dimension humaine, parce que quand on en fait plusieurs, c'est rationnel sur le plan financier, mais c'est beaucoup de temps à passer ensuite avec chacun pour rencontrer des CEO, les PDG, les entrepreneurs. Mais donc, il y a une dimension de leur redonner, de give back. C'est pas juste de give back argent, c'est give back expérience donnée à nouveau. Et The Camp, c'est fait. Ça peut paraître incohérent, mais finalement, moi, j'ai plus l'esprit de synthèse, donc je pense que c'est en fait très cohérent et qu'il y a des lignes de force qui se dégagent, je pense, dans les parcours de chacun. Je dis ça sans prétention, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu m'installer ailleurs qu'à Paris. J'ai pensé à l'international. Et ma femme m'a dit, regarde, si tu veux, l'international. Et j'ai raté quelques opportunités. On s'est dit, quitte à pas être à Paris, pourquoi pas aller ailleurs? Mon beau-père habitait à Marseille. On avait quelques amis qui habitaient à Marseille aussi. On s'est dit, tiens, c'est possible aujourd'hui. Avant le Covid, on était hyper clairvoyants. On peut vivre loin de là où on travaille
Et ça s'appelle le télétravail, mais ça s'appelle aussi parfois prendre le TGV. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvé à Marseille. J'avais rencontré le fondateur quelque temps auparavant de The Camp, qui s'appelle Frédéric Chevalier, un entrepreneur qui avait eu beaucoup de succès en créant Aiko, qui est coté en bourse, et qui est là, s'est décédé après avoir lancé le projet The Camp, mais avant d'en avoir vu l'inauguration. Il avait été financé, il était sorti de terre au sens architectural et vraiment le gros œuvre, etc. Donc c'est un campus de 10 000 mètres, enfin, il y a un peu moins de 10 000 mètres carrés avec dans la Pinède à côté d'Aix-en-Provence, pas loin de la gare TGV. Avec grosse connexion vue... avec la nature. Ouais, complètement connecté. C'est important aussi. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'y aller, mais en tout cas, ça vaut le détour. Parce que bon, déjà, là, tout le monde connaît la Provence. C'est une marque internationalement connue, donc ça attire les gens, la Provence. Ce qui est aussi fait partie de la thèse, c'est d'avoir, un peu comme la Californie, il faut avoir un endroit où tu as envie de venir en tant qu'entreprise, cadre, entrepreneur, etc. Donc, c'est un petit campus qui est sur, je crois, 8 à 10 000 hectares, 8 à 10 hectares. Et il y a un peu moins de 10 000 mètres carrés construits avec un hôtel, un restaurant et tout l'aménagement très équipé, très moderne. Corinne Vezzoni, qui est l'architecte, a pensé aussi avec Frédéric Chevalier, le fondateur, l'ancrage dans la nature, dans la Pinède, avec beaucoup de transparence. Et donc, le lieu est très inspirant et il regarde un petit peu vers les campus les plus modernes de la Silicon Valley, comme ceux de Google, etc., où c'est des lieux où il est agréable d'être. Et en même temps, le ressourcement auprès de la nature permet de sortir un peu de son quotidien. Et nous, on applique à ça des programmes de formation et des méthodologies qu'on appelle le design thinking, qui permettent de transformer les grands groupes et de les projeter dans le futur. Alors, la dernière question, qui est un petit peu la question signature d'Allons Enfants. Qu'aurais-tu envie de dire au jeune Olivier, celui qui avait justement une dizaine d'années, qui gambadait dans sa campagne iséroise, qui était notamment chez les pompiers de Saint-Égrève? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Moi, j'aurais vraiment envie de dire à cet Olivier, n'abandonne pas en fait certains trucs. C'est-à-dire que tu fais tes compromis. Je t'en ai parlé quand on parlait de la boxe ou de tous les compromis qu'on peut faire moraux. Moi, par exemple, j'aime bien l'écriture. C'est pour ça que je m'étais lancé dans un scénario. J'ai aussi eu la chance de publier un essai qui s'appelle La gauche a mal à son entreprise chez Plomb. En 2013. Et c'était trop documenté. Je peux pas te piéger. Et j'aimerais bien continuer aussi par ces moments de réflexion ou d'écriture. Et je me dis, surtout, Olivier, pense-y, quand tu étais gamin, n'abandonne pas ça. Parce que j'ai toujours un peu eu cette schizophrénie de dire, il faudrait que j'ai envie de gagner de l'argent, de réussir et de me construire aussi en étant à la hauteur, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais en même temps, j'ai pas envie, et je me dis trop souvent que je renonce à certaines choses. Et je pense qu'il faut le mettre et planter cette graine, là, c'est Inception, d'arriver à se dire qu'on peut avoir plusieurs vies. Et qu'il ne faut pas renoncer à une vie pour en avoir une autre. Ouais, c'est évidemment hyper adolescent et ma femme, Julie, elle me dit toujours, mais non, mais arrête maintenant, il faut que tu apprennes à renoncer. Tu ne vas pas monter l'Himalaya ou tu ne vas pas être astronaute, donc c'est fini les rêves de gamin. Et j'ai envie de lui dire, maintenant, oui, mais moi, j'ai quand même envie de continuer. Alors, je dois en abandonner certains parce que sinon, c'est insupportable pour elle de vivre avec moi, une forme d'insatisfaction, mais j'aime bien l'idée de jamais renoncer. Voilà, merci Olivier. Et n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'entreprendre est peut-être aussi arrivé. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.